Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un book haul absolument gigantesque. Je m'excuse d'avance pour la durée de cette vidéo. J'ai reçu énormément de choses ces derniers temps en sachant que j'ai réceptionné énormément de titres qui m'étaient parvenus au mois de septembre mais que je n'ai pu récupérer que maintenant puisqu'avec mon déménagement j'ai eu quelques mésaventures avec la poste, ce qui explique la profusion des réceptions et encore une fois je m'excuse d'avance pour tout ce que je vais vous présenter maintenant. Je vais commencer par les box, j'en ai reçu 4. La première qui m'arrive sous les yeux, alors c'est celle-ci. La première box que j'ai reçue, elle me vient donc des éditions Casterman et elle concerne le titre Gwen and Art Are Not In Love de Lex Crouchet. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble la couverture. Je suis désolée, le titre est en surbrillance donc il est probable que vous soyez un petit peu aveuglé face à la fenêtre. C'est une romance, j'imagine, réécriture du mythe arthurien. Alors je pense que c'est une inspiration assez lointaine, puisque de ce que j'ai compris, on va vraiment se centrer sur les histoires d'amour, puisque Gwen, qui est donc, je pense, l'équivalent de Guenièvre, quelque chose comme ça, va être amoureuse de la chevaleresse Bridget et Art, qui est donc son promis, va être amoureux de Gabriel, qui est le futur monarque de Camelot. Voilà. Donc réécriture assez particulière. Ensuite on a donc dans la box cette petite carte du royaume de Camelot qui est très mignonne. Et enfin on avait un carnet comme ceci. Je ne l'ai pas encore ouvert, alors hop, voyons voir. Ok, bon, c'est du papier recyclé comme ceci. Je pense que je le mettrai à disposition des élèves parce que je trouve que c'est pas mal. Et au fond donc un petit mot de la part des éditions Casterman. Alors je n'avais pas tout ouvert donc je découvre un petit peu avec vous. Voilà. Donc c'est terminé pour cette première box. Je passe à la suite. Donc la seconde, elle me vient des éditions Rajo. Elle est absolument énorme celle-ci. Et elle est très très jolie. Alors, elle concerne un titre qui me tient particulièrement à cœur. Vous avez peut-être suivi récemment les publications de chez Rajo. Cette année, pour les 20 ans de la sortie de la Quête des Willan, Rajo nous propose cette sublime édition de la Quête des Willan. Donc, c'est une intégrale qui contient donc le premier tome d'un monde à l'autre, le second, Les Frontières de Glace, et le troisième, L'île du destin, je crois. Alors il est vraiment très très élégant. C'est quand même un ouvrage assez lourd, je vais pas vous mentir, je pense pas les relire sur cette édition là, mais vraiment pour conserver ce titre dans ma bibliothèque qui fait véritablement partie des fondements, des premières pierres un petit peu de l'édifice de la construction de ma culture littéraire et de mon amour de la littérature imaginaire. Je suis vraiment ravie de l'avoir, c'est vraiment une très très belle réception. Il y avait donc un petit carnet comme ceci qui cette fois est ligné, que je mettrai je pense aussi à disposition de mes élèves puisque je commence à en avoir une petite quantité. Et enfin donc un ouvrage qui est un guide. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente, mais je vous avoue que je n'ai pas encore bien eu le temps de le feuilleter et de me plonger dans la richesse de l'ouvrage, puisqu'il me semble que c'est un ouvrage un petit peu de recherche. Alors c'est écrit, dirigé par Tom Levesque, qui est, il me semble-t-il, donc c'est bien ça, Tom Levesque, c'est bien l'un des auteurs de Enquête d'un grand peut-être, qui était un manuel, un espèce de guide de la littérature adolescente, et donc c'est lui qui a travaillé sur cet ouvrage qui se présente d'une façon assez classique, je dirais, en ce qui concerne les ouvrages de recherche qui restent quand même sur des choses assez accessibles. Il est vraiment très élégant, très mignon, bien illustré. Et je pense qu'on va retracer un petit peu toute la mythologie, les origines des Willan, mais aussi ce que la création de cet univers a pu permettre pour la littérature jeunesse, tout court, puisque l'apparition de la Quête des Willan et l'émergence de la littérature plus généralement, de ce qu'a pu produire Pierre Bottero, marque quand même un tournant assez capital dans la littérature jeunesse, donc je pense que ça peut être très très intéressant à découvrir. Et encore une fois voilà, je vous remonte cette édition qui est vraiment sublime. Donc voilà, je suis vraiment ravie de cet envoi de la part des éditions Rajo, c'est un très beau cadeau. Je continue avec une troisième box qui me vient cette fois de chez Didier Jeunesse et qui contient le dernier roman de Cassandre Lambert. Cassandre Lambert, vous la connaissez peut-être pour L'Antidote mortel,
ou pour l'Empire des femmes. Nous sommes donc dans une romance qui va notamment parler de la thématique de l'anxiété. Et donc on a reçu cette petite box qui est aussi très très mignonne. Alors à l'intérieur vous aviez donc un stylo comme ceci. Donc un marque-page qui reprend la couverture du livre. 2 petites cartes. Non, 3 petites cartes, pardon. Voilà. Qui reprennent également l'univers, je pense, de celle que je cherchais. Et enfin, donc, l'ouvrage qui est comme ceci. Alors, c'est la première fois que je vois un jaspe-page écrit comme ceci. Je trouve que c'est très élégant, très mignon et beaucoup plus original que certaines choses qu'on peut voir actuellement. Donc voilà, l'ouvrage est très joli. Donc comme je vous le disais, on suit Noah qui a 18 ans, qui a beaucoup de complexes, qui est très mal à l'aise socialement. À la rentrée à la fac de droit, il ne se sent pas forcément à l'aise. Et il va rencontrer donc Armelle qui est, de ce que j'imagine, assez différente de lui. Donc à voir ce que ça donne. Je ne suis pas une grande adepte de romance, je dirais temporaine. J'aime beaucoup découvrir des histoires d'amour plus classiques peut-être. Mais bon, voilà, c'est vrai que je ne suis pas une grande adepte de ce type de titre, mais je suis très curieuse de découvrir ce qu'a pu faire Cassandre Lambert avec cet ouvrage-ci, qui pour l'instant a été bien reçu, et je suis ravie de soutenir une jeune autrice qui maintenant commence à avoir une belle bibliographie. Et l'autrice est française, donc voilà. Raison de plus pour être ravie de soutenir son projet. Enfin, une dernière box qui me vient cette fois des éditions Nouvelles. Alors, c'est une box très très complète. Je vais essayer de vous montrer ça parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Donc, dans un premier temps, il y avait donc un paquet de popcorn comme ceci. Je suis désolée pour vos oreilles. Un carnet qui cette fois est vraiment en rapport avec les enfants boxcar dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, il y a des petits ateliers, des DIY, bref, pas mal de choses. Ensuite, il y a ici un chocolat chaud à la noix de coco, des bonbons, une bougie, voilà, qui sent, je vous avoue, je vais avoir du mal à vous le dire, mais qui reprend les signes du Zodiac, voilà, sur le dessus. Les enfants boxcar, le tome 3. Les Hardy Boys, le tome 3, puisque cette box, j'imagine, a été envoyée dans le cadre de la sortie de ces 2 titres. Et enfin, pour terminer, voilà, un carnet à l'effigie également des Hardy Boys. Il y a une autre petite chose ici, mais je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, puisque je n'ai pas encore fait d'unboxing pour Instagram, et je n'ai pas envie de casser ce joli emballage. Alors c'est assez superficiel, mais c'est vrai que bon, sur Instagram, pour présenter les choses, il vaut peut-être mieux que tout ne soit pas ouvert dans tous les sens. Si vous êtes curieux, il y aura certainement un reel disponible sur Instagram pour en savoir un peu plus sur ce que cache cette petite papillote qui est assez conséquente. C'est terminé pour les box, on passe maintenant au service presse. Et comme je vous le disais, il y en a beaucoup. Je m'excuse d'avance, notamment parce que j'ai reçu énormément de titres de la part des éditions Albin Michel, donc pour la rentrée littéraire de septembre, puisque comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu beaucoup de mal à réceptionner mon courrier ces dernières semaines, donc nécessairement les choses se sont accumulées et je ne suis allée les récupérer que tardivement. Donc beaucoup de parutions de chez Albin Michel et énormément de titres de chez Glénat aussi. Donc on est parti, je commence avec donc, le nouveau livre de Bernard Werber, Le Temps des Chimères, qui est donc un roman, enfin le roman de Bernard Werber de l'année. Je vous avoue que je ne sais pas du tout de quoi il parle. C'est le projet fou d'Alice Kammerer, jeune et brillante scientifique qui parvient au lendemain de la Troisième Guerre mondiale à inventer de nouvelles espèces hybrides, des chimères mi-homme mi-animal. Tandis qu'elle assiste fascinée à l'évolution de ses bébés pourvus d'ailes, de griffes ou de nageoires, un monde différent se construit. Il est à la fois porteur d'alliances et de conflits, de passion et d'espoir. Mais quelle place l'ancienne humanité pourra-t-elle conserver face à ses nouveaux voisins ? On retrouve les thématiques assez classiques chez Bernard Werber, donc je suis impatiente de voir ce que ça peut donner. De la part des éditions Rajo, j'ai reçu La Reine son royaume, donc l'édition collector du 3e tome du Prince Cruel de Holly Black. Je pense que vous l'avez vu passer un petit peu partout si vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux. C'est un ouvrage que je possède déjà en brochet
et que je souhaitais vraiment avoir en relié, puisque c'est une saga que j'apprécie particulièrement, malgré tout ce qu'on peut en dire et toutes les choses assez problématiques qu'on peut y trouver. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga. J'aime beaucoup l'humour d'Holly Black, j'aime beaucoup les univers qu'elle crée. J'avais notamment beaucoup aimé Spiderwick, et je trouve qu'on retrouve ces univers un petit peu... Alors c'est assez particulier parce qu'on a la dimension très féerique, mais on a aussi la dimension cabinet des curiosités un petit peu dans ce qu'elle peut créer. Je trouve que c'est très original et que ça apporte vraiment quelque chose comparativement à d'autres titres peut-être qui s'en inspirent très largement mais qui n'ont pas une identité aussi marquée que ce qu'elle peut produire. Voilà. Ensuite, je continue avec La Rivale d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est un tout petit roman de 130 pages qui donc provoque un sacré choc quand on est en pleine lecture de La Traversée des Temps, donc son immense saga qui retrace toute l'histoire de l'humanité sous forme de fiction. Là, on est dans quelque chose de plus simple, donc le titre c'est La Rivale. Carlotta Berlumi, le nom de cette mystérieuse vieille dame n'évoque rien à personne, pourtant elle soutient mordicus qu'elle connut son heure de gloire à la Scala et fut la plus grande rivale de Maria Callas. À l'entendre, la cantatrice grecque parvient, à force de manœuvres et de combines, à la jeter aux oubliettes, mais elle lui rendit la monnaie de sa pièce en précipitant sa chute. Carlotta prend-elle ses désirs pour des réalités? A-t-elle trouvé en Callas le bouc émissaire de ses échecs, l'explication magique de ses déboires et de ses frustrations? Voilà. Bon, à voir ce que ça donne. Je trouve que c'est vraiment une thématique originale, en tout cas que je n'ai jamais vue. Ensuite, l'Odyssée du Sacré de Frédéric Lenoir, la grande histoire des croyances et des spiritualités des origines à nos jours. Je ne suis pas une grande adepte des livres de Frédéric Lenoir. La plupart du temps, je trouve ça assez superficiel. Mais j'étais très curieuse de découvrir celui-ci. Déjà, je trouve qu'il reprend beaucoup les codes de Sapiens. Alors, c'est également publié chez Albin Michel, donc nécessairement les personnes qui travaillent sur les couvertures sont peut-être les mêmes. Sapiens de, je ne sais plus, je vous mettrai le nom de l'auteur juste ici. Donc on retrouve vraiment ces codes-là. Et donc c'est quelque chose qui fait écho à ce qu'on peut trouver en 4e de couverture, puisqu'on nous parle donc du succès international de Sapiens, voilà, de Yuval Noah Harari. Donc le livre de Frédéric Lenoir, fruit de plus de 30 années de recherche, nous raconte dans un langage simple et accessible la prodigieuse histoire d'Homo spiritus et du sacré de la préhistoire à nos jours. Donc je pense que ça va être très intéressant, en tout cas c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, et on va parler donc notamment des premières croyances, donc des premières croyances, on va parler du néolithique, là on a par exemple l'essor de la magie, des exorcismes, j'imagine qu'on va avoir les procès de sorcières, les religions antiques, bref, il y a énormément de choses dans ce titre et je pense que ça va être très intéressant, même si je ne le lirai certainement pas d'un coup d'un seul, puisqu'il est assez conséquent et j'imagine assez exigeant aussi. Jean Cocteau avec Je t'aime jusqu'à la mort, donc correspondance avec Jean Desbordes, donc 1925-1938, qui est donc un ouvrage épistolaire, puisque c'est un recueil de lettres, si j'ai bien compris. Donc le 6 juillet 1925, Jean Cocteau répond à une lettre enthousiaste d'un tout jeune homme. « Venez me voir ». Le jeune homme s'appelle Jean Desbordes, et pendant 7 ans, il va occuper une place de premier plan dans la vie du poète, à la fois comme écrivain et compagnon de vie. Les lettres inédites de Jean Cocteau, accompagnées de celles de Desbordes, n'avaient jamais été publiées. Grâce aux archives mises à disposition de Marie-Jo Bonnet par la famille de Jean Desbordes, on découvre pourquoi Jean Cocteau l'a aimé et pourquoi Jean Desbordes a suivi un autre chemin à partir de 1933, qui le mène à l'engagement dans la résistance et à une mort héroïque à 38 ans sous les coups de la Gestapo. Il meurt pour la France le jour de l'anniversaire des 55 ans de Jean Cocteau. Voilà. Là aussi un ouvrage qui m'intéresse beaucoup. Je vais essayer de vous présenter ce qui me reste comme roman et ensuite de basculer sur les graphiques puisqu'il y a quand même quelques graphiques et ensuite je pourrais passer à mes achats. Donc de la part des éditions Didier Jeunesse, j'ai reçu Quand on dansait sous les toits, alors qui a été un petit peu abîmé lors de l'expédition. Donc c'est de Tristan Coeguel et c'est une romance aussi me semble-t-il. Pablo et Maïsan et Pablo, quand on est amis depuis l'enfance, on s'imagine qu'on le restera pour toute la vie, quand on a ce lien si pur, cette capacité à s'évader, quand on a appris à jouer aux pirates, que la vie n'est que rêve et fou rire, et puis tout d'un coup la maladie s'en mêle, il faudra apprendre à danser sur les toits.
Voilà, donc ça reprend un petit peu les codes des romans adolescents d'il y a quelques années, type Everything Everything ou encore Nos étoiles contraires dont je vous parle maintenant, puisque les éditions Nathan ont eu la gentillesse, alors ça faisait partie du programme donc je l'ai demandé. C'est donc la lecture facilitée donc de Nos étoiles contraires. Je vous montre un petit peu la mise en page, c'est ce qui fait que le livre est aussi conséquent. Là je ne l'ai pas sur moi donc je ne peux pas vous faire la comparaison, mais le livre est vraiment tout petit, hein. Il doit faire à peu près, j'imagine, cette taille en format classique. Donc voilà, là vraiment, les éditions Nathan ont fait du très beau travail puisque l'espacement, que ce soit entre les lettres ou l'interligne, est vraiment très important, ce qui facilite grandement la lecture pour les élèves qui sont en difficulté de ce côté-là. Donc je suis vraiment ravie d'avoir reçu ce titre et je trouve ça très bien qu'on lance des collections comme ceci afin de faciliter la lecture et la prise en main des ouvrages pour les élèves en difficulté sur le plan de la lecture. Voilà. Comme c'est un classique en plus, je pense qu'il fera très plaisir à mes classes et je suis ravie de l'avoir reçu. Il me semble que j'en ai terminé avec les romans en matière de réception service presse. Je passe donc au graphique. La première chose que j'ai reçue, c'est cette intégrale de la boîte à musique. Donc c'est l'intégrale du cycle 1. Elle est légèrement en relief, vraiment très élégante. Et elle reprend donc les tomes de 1 à 5. Alors c'est une saga que j'ai déjà lue, mais que je suis ravie de retrouver dans ce format-ci, puisque je pense que je le mettrai aussi à disposition dans ma classe et je garderai mes exemplaires tome unique chez moi. Voilà, une histoire qui est très sympa, très mignonne, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Mais donc en gros, on va suivre cette petite fille qui s'appelle Nola, qui va recevoir une boîte à musique le jour de ses 8 ans, je crois. Et cette boîte à musique a le pouvoir de la transporter dans un autre monde. Elle va donc effectuer plusieurs voyages à Pandorian et venir en aide aux habitants de cette dimension. C'est vraiment très mignon, très très bel ouvrage. Et dans la même lignée, puisqu'on retrouve un petit peu les mêmes codes graphiques, mais aussi les mêmes thématiques, bien que là nous retrouvions également le lieu commun de l'école de magie, Sorceline, le tome 6, donc Mystère et Boule de Gnome, qui est vraiment très joli aussi, et qui me vient aussi des éditions Glénat. Alors actuellement, ce que je trouve très sympa, parce que j'en mets un petit peu partout, bon après c'est intéressant quand on est enseignant, c'est que vous avez des petites planches comme ceci, vous avez des autocollants aussi dans les BD chez Glénat, donc je trouve ça très bien. Alors c'est le cycle 2, j'ignore si c'est le premier tome du cycle 2, j'ignore ce que la catégorisation cycle signifie véritablement dans l'univers de Sorceline, mais j'ai hâte en tout cas de me plonger dans ce 6e tome. Ensuite, alors on va rester chez Glénat non, on va marcher par thématique. Un autre ouvrage qui se trouve un petit peu dans la même thématique que les deux précédents, Le Jardin des Fées, La Petite Reine de Audrey Alouette et Moretti, qui reprend donc, alors qu'il y a des codes graphiques assez différents, mais qui reprend cette thématique de l'univers des fées qu'on va trouver dans la boîte à musique et dans Sorceline, et qui est vraiment très très joli. Je vous le montre vraiment, il est très beau. Alors, il ressemble un petit peu plus, mais j'imagine que c'est le même illustrateur. En tout cas, au scénario, on a la même personne. Au Grimoire d'Elphie, qui est une BD vraiment que j'affectionne tout particulièrement. Donc, impatiente aussi de lire ce tome 2. Je vais arrêter de dire que je suis impatiente. Et on repart donc avec Glénat, avec un titre qui me tente énormément, encore une fois. Les yeux verts, l'édition intégrale, donc par les auteurs de Podum, de Hubert et Zanzime. J'avais vraiment beaucoup apprécié Podum, que j'avais trouvé extrêmement mature, qui avait d'ailleurs remporté énormément de prix. C'est ce qui avait fait que je m'y étais penchée, et grand bien m'en a pris, puisque c'est vraiment devenu un de mes ouvrages graphiques favoris. Donc je suis impatiente de lire Les yeux verts. Il me semble que les thématiques sont drastiquement différentes, mais après tout, pourquoi pas. Les auteurs ont réussi à me parler avec une époque et une histoire qui était quand même assez lointaine de ce que je peux lire habituellement, très engagée aussi, mais différemment de ce que je peux lire habituellement. Donc je suis impatiente de lire cet ouvrage-ci qui est très très élégant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer de chez Glénat avant de passer au manga? Avant de passer au manga, j'ai cette énorme encyclopédie, donc le grand atlas des dinosaures. Donc c'est proposé par Le Monde. Alors il est extrêmement lourd, donc je vais essayer de vous montrer des illustrations, mais ne m'en voulez pas parce que
il est vraiment très lourd, donc je vais pas pouvoir en faire défiler beaucoup. Alors c'est un atlas qui remet à jour les connaissances que nous avons donc sur les espèces dinosaures, qui parfois nous semblent connues de par la pop culture, je dirais, et majoritairement de par Jurassic Park, nous mentons pas. Donc là on reprend un petit peu, je vais essayer de vous trouver une illustration d'un dinosaure emblématique, dirons-nous. Voilà, donc je ne me suis vraiment pas foulée, je vous ai pris le tyrannosaure qui est là, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on a un petit texte de présentation, une illustration, une reproduction plutôt en image de synthèse, et ensuite on a donc le squelette et les explications un petit peu. Alors les dinosaures sont classés par ère, donc on a le Jurassique, le Crétacé, etc. Et c'est le genre d'ouvrage que j'adore, puisque petite, j'avais une encyclopédie comme ceci et que je passais énormément de temps à la feuilleter, donc je suis très contente de l'avoir reçue. Pour clore le chapitre des BD, je vais terminer avec Les grands esprits se rencontrent, une histoire des sciences de l'Antiquité à nos jours. C'est une BD qui me vient des éditions Nathan, qui j'imagine est sur un ton un petit peu humoristique et que je mettrai aussi à disposition de mes élèves, puisqu'on découvre des personnages comme, là comme je viens de vous montrer, il y a Aristote, il y a Platon. Donc là c'est la partie école d'Athènes, donc plus la dimension grecque. On a Galilée. Au niveau de la révolution scientifique, on a Newton. Et plus tardivement dans l'histoire des sciences, on va retrouver... alors j'imagine qu'on va retrouver Marie Curie. Oui voilà, donc on a Marie Curie, 1903, prix Nobel de physique. On va trouver également Pasteur, tout un tas de figures qui ont marqué l'histoire scientifique présentée sous forme de BD, avec, je trouve, une densité de texte assez importante, ce qui est très bien, puisque donc on garde le côté rassurant un petit peu de l'image, mais en même temps on se permet de proposer un texte assez conséquent. Je pense que je peux maintenant passer au manga avec donc le tome 3 de Night with a Cat, qui est une saga que je vous ai déjà présentée, qui vraiment présente des dessins assez minimalistes comme ceci, et qui met en scène donc le quotidien d'un chat vu par l'humain qui vit avec lui, et qui s'émerveille d'absolument tout ce que son petit chat peut faire. Donc c'est vraiment un manga très très mignon qui rentre dans cette très très large catégorie qui sont les mangas qui mettent en scène les animaux. De shoujo, je crois, enfin il me semble en tout cas. Le premier c'est Mr. Mallow Blue de Akaza Samamiya. Victime de harcèlement scolaire lorsqu'il était lycéen, Shizuki, 27 ans, vit reclus. Pour lui, la supérette du quartier constitue le bout du monde. Un jour, il croise par hasard un ancien camarade de classe responsable de tous ses maux. Leur bref échange anéantit Shizuki, qui tente sur un coup de tête de mettre fin à ses jours, mais à cet instant il se réveille mystérieusement à l'intérieur du corps d'une lycéenne à problème. Donc un ouvrage qui va mettre au centre des considérations et des questions de harcèlement scolaire, avec une petite trame qui fait un petit peu penser à Your Name, et donc Jane Bride, le tome 1 d'Hitomi Takano. Pour Ichi Isaiya, être une femme est un combat de tous les instants. Harcèlement sexuel, machisme et misogynie rythment ses journées, tandis qu'elle se démène pour se faire une place dans le monde. Makuhito Masaki, un ancien camarade de classe, va alors faire éruption dans sa vie, chamboulant son quotidien, mais ce rapprochement fait remonter chez Ichi de lointains souvenirs. La mystérieuse disparition d'une camarade de classe, d'étranges cérémonies qui avaient lieu dans son école. Alors que son passé la rattrape, Ichi doit affronter le présent pour le meilleur et pour le pire. Voilà, je vous montre un petit peu les illustrations. On est sur du manga extrêmement classique. Alors j'en ai pas fait de même pour Mr. Mallow, je vous montre ça. C'est quand même un peu plus moderne, je dirais. Voilà, mais en tout cas des mangas qui sont engagés sur des thématiques qui sont très importantes partout. Mais c'est vrai que la question du harcèlement scolaire au Japon est quand même assez soulevée actuellement. Le tome 10 de Shangri-La Frontière, qui est une saga que j'adore, dont je vous ai déjà parlé. C'est un shonen qui met en scène un jeune garçon qui adore jouer aux jeux vidéo, mais qui préfère jouer à des jeux méconnus, et qui un jour va tomber dans l'engrenage Shangri-La Frontière, qui est vraiment le MMORPG qui cartonne à ce moment-là. Et il va véritablement prendre un plaisir de plus en plus conséquent et important à jouer à ce jeu, et c'est ce qu'on suit. Voilà, son quotidien et l'évolution de son personnage. C'est un manga que j'aime bien, qui est très simple, qui a
tous les codes classiques du shonen mais qui fonctionnent parfaitement. Ensuite, les âmes enflammées de Tsururingo Star. Alors, un couple qui ne parvient plus à communiquer, une lycéenne qui s'interroge sur les relations amoureuses, un nouvel amour à 60 ans, un étudiant qui veut se maquiller, quel que soit leur genre, quel que soit leur âge, tous ont profondément enfoui leurs sentiments, mais un jour, Omura apparaît devant eux pour réveiller le feu qui sommeillait dans leur cœur et bouleverser leur vie à jamais. À travers 8 histoires, découvrez comment passer de l'hésitation à l'affirmation et des interrogations à l'acceptation, alors vous deviendrez vous aussi une âme enflammée. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner, vraiment je pense qu'il y a des thématiques qui me parleront, d'autres nettement moins. Illustration très minimaliste ici aussi. On n'est pas sur un petit format classique de manga, mais sur une collection, on va dire semi-poche. Et voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Les thématiques m'intéressent en même temps qu'elles m'effraient un petit peu, donc nous verrons. Je pense à la réception manga la plus conséquente et j'ai déjà du mal à les attraper. Tant ils sont gros. Alors vous allez voir, ils sont vraiment sublimes. Vraiment, vraiment sublimes. J'aime beaucoup les mangas de science-fiction. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Ce que je préfère, évidemment, ce sont les mangas horrifiques. Mais je dois reconnaître que voilà, je ne pouvais pas passer à côté de cette édition de 2001 Night Story, qui est vraiment magnifique. Donc il y a 2 tomes. Je vais essayer de les attraper les 2 en même temps, mais je ne vous promets rien, si c'est bon. Voilà. Ils sont sublimes, énormes et sublimes. Je vais enlever la jaquette pour vous les montrer un petit peu mieux. Alors, il y aura toujours beaucoup de reflets puisque je suis face à la fenêtre et qu'on est toujours sur une couverture brillante. C'est un manga dont je vous reparlerai très 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 prochainement puisque je pense que je ne vais pas faire tarder cette lecture. Lorsque vous avez les 2 ouvrages qui sont ici, vous avez l'intégralité de l'œuvre, ce qui est tout de même pas mal. Après, bien évidemment, bon, quand vous les mettez à côté, vous vous rendez compte que c'est une œuvre gargantuesque et qui, sous forme de manga poche, pourrait être assez conséquente à collectionner. L'humanité a réussi à surmonter une guerre nucléaire totale et s'est lancée dans l'exploration du système solaire. La découverte d'un morceau de météorite géante dans un cratère aux abords d'une base lunaire sonne le début d'une ruée vers de nouvelles ressources naturelles. Tout d'abord jusque sur les autres planètes du système solaire, puis vers les galaxies les plus éloignées. Un merveilleux voyage dans l'immensité de l'univers qui vous fera découvrir les vestiges des plus anciennes civilisations extraterrestres, des systèmes d'évolution distincts de celui de l'homme, et qui vous fera faire la rencontre de ceux que l'on nomme les semailles d'étoiles. Voilà, ils sont vraiment très très beaux. Je pense que pour les amateurs de classiques manga, vous connaissez déjà ce titre, mais vraiment je suis ravie. Je suis désolée, le cadre a dû légèrement changer puisque je n'avais plus de place sur la carte mémoire. Je passe maintenant à mes achats qui, vous allez voir, sont nettement moins nombreux tout de même, et fort heureusement. Je commence par un ouvrage, je vais commencer par les ouvrages que je voulais absolument me procurer. Je les trie et je vous les montre. Je vais commencer par les nouveautés, donc les titres qui viennent juste de sortir. Je commence par Mémoire de la forêt, le tome 3 de Michael Bourrin-Arnaud, L'esprit de l'hiver, qui est donc comme ceci et que je lirai donc cet hiver. Je vais commencer la lecture du tome 2 très prochainement, mais je vous invite vivement à découvrir cette saga si vous aimez les univers jeunesse, vraiment très doux, mais en même temps assez mélancolique, nostalgique et parfois dur aussi, puisqu'on aborde des thématiques qui sont très complexes, mais on le fait avec beaucoup de douceur, de bienveillance, et avec donc cette mise en scène d'animaux qui évoluent tous ensemble, qui se soutiennent mutuellement et qui créent des liens véritable et indestructible. Donc c'est vraiment une très très belle lecture pour l'instant. Je suis impatiente de découvrir le tome 2. Ensuite je me suis procuré dans un registre complètement différent Le Royaume des Maudits de Kerry Maniscalco, puisque j'avais beaucoup aimé le tome 1. Encore une fois, je sais que c'est un ouvrage qui a posé pas mal de problèmes. J'ai l'impression que les ouvrages de chez De Saxu se sont achetés en grande quantité, pas forcément lus et pas forcément pris pour ceux qui sont censés proposer.
Personnellement, j'arrête d'acheter la totalité des deux Saxus. C'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps et qui, je dois le reconnaître, ne me ressemble pas du tout. Par contre, le premier tome, je l'avais beaucoup apprécié, donc il s'agit du Royaume des damnés. Alors, je ne vais pas vous dire que ça révolutionne la littérature, je ne vais pas vous dire que c'est bien écrit, je ne vais pas non plus vous dire que c'est extrêmement intelligent et complexe, que ce soit dans la narration, dans les formulations, dans le vocabulaire employé. Mais voilà, c'est une histoire qui m'a beaucoup divertie, qui m'a beaucoup plu, donc je suis impatiente de connaître la suite de cette histoire. Je n'ai pas honte de le dire finalement. Je ne pensais pas vous présenter ce titre puisque j'avais dit que j'arrêtais de parler des éditions de Saxus sur la chaîne, chose que vraiment je vais tenir. En revanche, je vous ferai un avis lecture sur ce tome 2, donc je trouvais que c'était important qu'il soit présent dans cette vidéo. Voilà. Dans les titres que je voulais absolument me procurer, il y avait aussi Laura Lizzie et les Hommes Gobelins de Christina Rossetti, Clémentine Beauvais et Digli. J'ai acheté cet ouvrage parce que je l'ai vu passer sur le compte de Digli et que j'avais beaucoup apprécié. Je serai le feu, que de façon générale, j'aime beaucoup ce que propose Digli, mais aussi parce que, donc voilà, on va toucher à des thématiques que je trouve intéressantes. Donc il était une fois deux sœurs, l'une voulait goûter le fruit défendu, l'autre en avait peur, dans la vallée au loin, les hommes gobelins. J'imagine que c'est écrit en prose, puisque je pense qu'au scénario, nous avons donc Clémentine Beauvais, en sachant que donc Christina Rossetti c'est l'autrice originale de ce conte. C'est une nouvelle façon pour les deux autrices donc de marquer leur engagement aussi et leur volonté de faire découvrir des autrices du matrimoine qu'on voit peut-être un petit peu moins publiées en France. Et donc je trouve que la démarche est superbe. C'est encore une fois publié chez La Ville Brûle comme c'était le cas pour Par le Feu. Et je pense que, je vais me le mettre de côté là, je pense que je vais le lire peut-être dès ce soir. Je vous en parlerai en vlog ou en avis lecture, mais en tout cas c'est un ouvrage que je voulais absolument me procurer et je suis ravie qu'il soit là. L'autre chose que je voulais absolument commencer, et d'ailleurs il me manque un titre là que je vous présenterai après. Je voulais commencer les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc c'est suite à plusieurs vidéos et à la sortie d'un nouveau titre chez les éditions La Talente qui vraiment reprend toute la genèse de la construction de l'univers des Annales du Disque Monde, que je me suis dit qu'il était temps que je me lance, en sachant que mon grand frère me parlait toujours, notamment du père Porcher quand j'étais plus jeune, bref, et de tout un tas de créatures et de personnages qui vont venir animer l'univers des Annales du Disque Monde. J'étais curieuse. Je pense que maintenant j'ai la culture nécessaire aussi pour m'y plonger, puisque Terry Pratchett c'est quand même beaucoup de second degré, beaucoup d'ouvrages qui tournent en dérision certains codes de l'imaginaire, mais qui aussi créent de nouvelles choses. Donc voilà, je pense qu'il fallait quand même, je me suis dit en tout cas qu'il fallait quand même un petit capital de départ pour comprendre les enjeux et l'humour plus généralement de l'auteur. Je pense qu'il y a des choses qui m'échappent puisque j'ai commencé la lecture du tome 1 et que je dois vous avouer qu'il y a des choses qui me demeurent un petit peu obscures, mais je suis très contente de m'être lancée dans la découverte de l'œuvre de cet auteur. C'est vraiment une œuvre gargantuesque, donc je vais prendre mon temps. Les ouvrages sont très beaux dans cette édition chez La Talente. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble le texte et de quelle façon ils sont publiés. J'ai lu tellement d'ouvrages de chez La Talente actuellement que je me suis vraiment familiarisée avec cette mise en page, donc je ne suis absolument pas gênée, je ne trouve pas ça petit ou trop dense personnellement. Bref, voilà, les Annales du Disque Monde, c'était un petit peu un de mes projets pour les semaines là, qui venaient, et donc je suis très contente de m'être procuré donc le tome 1 et le tome 2. Enfin, et c'est le titre qui va me manquer, j'ignore où je l'ai mis, il doit être dans une autre pièce puisque j'en ai commencé la lecture. Donc je vous parle de celui-ci puisque je me le suis procuré aussi, donc Apprenti par bonheur de Becky Chambers, qui est donc l'autrice de Un psaume pour les recyclés sauvages, que j'ai beaucoup apprécié. Et je me suis donc procuré Une prière pour les cimes timides, qui est donc le tome 2 d'Un psaume pour les recyclés sauvages. Là nous sommes dans autre chose. Dans cet ouvrage on va suivre un groupe de 4 astronautes qui partent donc découvrir des planètes. Voilà. En général, les thématiques de Becky Chambers, c'est beaucoup la vie simple, le retour à la nature, l'exploration des bons côtés de l'espèce humaine, et c'est quelque chose qui est assez rare en science-fiction, donc voilà.
pour cette raison-là, j'avais beaucoup apprécié donc Un psaume pour les recyclés sauvages et je suis impatiente de découvrir la suite de son œuvre. L'autre ouvrage paru ce mois-ci que je me suis procuré, c'est Les Aiguilles d'or de Michael McDowell, qui est donc l'auteur, je pense, vous vous en doutez, compte tenu de, voilà, enfin, Monsieur Toussaint Louverture a vraiment repris tous les codes graphiques donc de Blackwater. C'est l'auteur de Blackwater. Je suis un petit peu sceptique quant à la publication en un seul tome de ce titre. Alors je sais que voilà, d'un point de vue économique, clairement c'est largement avantageux, mais je ne suis pas convaincue de ne pas pouvoir abîmer l'ouvrage en le lisant puisqu'il fait 500 pages et que clairement pour moi ces éditions ne sont pas faites pour contenir une telle quantité de pages, mais je suis très impatiente de découvrir cet ouvrage-ci. Blackwater, j'avais commencé la lecture j'ai eu la chance que tout était déjà sorti au moment où j'ai initié ce projet-là, mais voilà, il y avait des ruptures à ce moment-là, donc c'était très compliqué. Je sais que pour trouver le tome 5 par exemple, j'avais vraiment dû arpenter un nombre de librairies assez conséquent dans un nombre de villes assez impressionnant aussi, donc voilà, là je l'avais précommandé puisque c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Donc An de grâce 1882, New York fête la nouvelle année entre opulence et misère. Dans les beaux quartiers, le juge Stallworth a pour grand projet d'éradiquer le vice de l'un des coins les plus gangrénés de la ville. Le tristement célèbre Triangle Noir, avec l'aide de son fils Édouard, pasteur moralisateur au sermon incendiaire, et de son gendre Duncan, jeune avocat promis à un brillant avenir. Le juge compte bien faire un exemple retentissant en annihilant une lignée corrompue de criminels, les Shanks. Voilà. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire un retour, je serais très contente de savoir ce que vous en pensez. Ces dernières semaines, j'ai commencé ma découverte de The Witcher, j'en suis maintenant à la fin du tome 2. J'apprécie énormément cette saga, je ne pensais pas que ce serait un tel coup de cœur. Je suis vraiment fascinée par l'univers de The Witcher. Alors on m'a expliqué qu'à partir du tome 3, la construction des récits prend un tournant un petit peu différent, puisqu'on pourrait dire que les 2 premiers tomes sont construits sous forme de petites aventures, voire de nouvelles. À partir du tome 3, apparemment, on commence à suivre une histoire qui se suit, justement, ou véritablement... Alors, c'est le cas aussi dans les tomes 1 et 2, puisque les relations entre les personnages, on les voit se construire au fil du temps. Mais voilà, il n'y a plus de césure, donc, à partir du tome 3, et on est véritablement dans un roman. Bref, donc, je suis impatiente de continuer ma découverte, mais je suis tombée sur ce titre-là, vraiment peu cher, puisque je l'ai trouvé à 4 € dans une librairie d'occasion à Clermont. Et voilà, je me le suis procuré parce que je suis encore une fois très très emballée par l'univers de The Witcher. Donc c'est un livre qui est écrit par Justine Breton, qui est docteur en littérature et spécialiste de la littérature de l'imaginaire. C'est assez rare qu'on trouve des spécialistes de la littérature imaginaire, puisque c'est une littérature qui est très largement décriée dans les milieux universitaire. Donc je trouvais que ça pouvait être très intéressant de découvrir cet ouvrage. J'imagine qu'on va avoir tout un traitement du pan médiévaliste des récits de The Witcher, mais également de l'univers plus généralement, puisqu'on va parler à la fois des romans, des jeux vidéo et de la série. Donc voilà, encore une fois, très contente d'avoir trouvé ce titre qui vaut, je crois, une vingtaine d'euros, donc le trouver à 4 €, je vous avoue que c'était quand même assez sympathique. Un autre ouvrage que je me suis procuré, L'âme vive d'Ariel Holz, donc le premier tome, Obédience, c'est publié chez les éditions Naos. J'imagine que vous connaissez la maison d'édition qui propose des titres toujours assez originaux. C'est un livre d'Ariel donc, que je n'ai pas lu, donc nécessairement je le voulais. Donc le vif argent coule dans leurs veines, les esclaves sont redevenus les maîtres, la république d'obédience est née. 6 destins se croisent et se brisent comme des chaînes dans ce roman aux personnages complexes et humains, un récit d'aventure puissant, poignant et addictif sur la liberté et la lutte pour les idéaux. Voilà. Ben voilà, impatiente comme d'habitude. Il me semble que c'est le titre qui est paru. Non, j'allais vous dire des bêtises. Je crois qu'il y a eu Magnus Chase entre... non, c'est pas Magnus Chase, je me souviens plus. Je vous mettrai juste là la petite saga jeunesse d'Ariel entre les sœurs Carmine et celui-ci. Mais c'est un roman qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Cette année, j'ai eu la chance de découvrir Le fusil de chasse de Yasushi Inoue, qui m'est vraiment apparu dans une librairie d'occasion comme ça, et je me suis lancée un petit peu par hasard. J'avais entendu quelques avis, mais
C'était finalement quelque chose d'assez diffus et lointain, et pourtant lorsque j'ai vu le titre, j'ai immédiatement su qu'il était le moment de découvrir cet auteur, et donc je suis tombée très récemment sur Le Maître de thé qui m'a coûté 3 €, donc d'occasion. Donc on parle ici d'une figure emblématique, grand maître du thé au 16e, qui est réputé pour être mort dans son lit, mais on va se rendre compte que potentiellement il se serait fait harakiri, et on va avoir un maître zen ainsi que son disciple qui vont s'interroger et enquêter pour trouver la réponse à cette question. Donc c'est vraiment quelque chose de très prégnant et important. La question de l'honneur dans la littérature japonaise et la question du suicide aussi. Donc je pense que ça peut être très très intéressant. D'autant plus qu'on traite donc ce thème de la cérémonie du thé, qui est tout de même un rituel à part entière au Japon, que nous en tant qu'occidentaux on regarde parfois même comme quelque chose d'un petit peu mystique ou magique. Donc je pense que ça me plaira beaucoup. Autre livre que j'ai eu la chance de trouver donc d'occasion pour 3 €. La vie matérielle de Marguerite Duras. C'est un des rares qui me manque maintenant. Je pense bientôt avoir fait le tour de l'œuvre de l'autrice. C'est vraiment, encore une fois, une autrice que j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup sa plume qui est incomparable. Voilà. Je pense que lire Marguerite Duras une fois, c'est pouvoir identifier Marguerite Duras dans la quasi-totalité de ce qu'elle a pu écrire, puisque il y a tellement d'identité dans sa plume et dans ses récits que nécessairement je pense que j'aimerais ce titre puisque j'ai aimé les autres. Ensuite, un chant de Noël de Charles Dickens que j'ai potentiellement prévu, mais ce n'est pas certain encore, de faire étudier à mes élèves. Je suis en train de regarder si... Oui, c'est bon, je l'ai donc dans l'édition poche pour l'édition scolaire. Là, je l'ai pris parce qu'il était à 2 € et qu'on a donc l'édition intégrale. C'est donc l'histoire de Scrooge, puisque je ne l'ai jamais lu, mais que voilà, je connais un petit peu la trame tout de même. C'est devenu un personnage à part entière, je pense, de la culture moderne. Donc je suis impatiente de découvrir ce titre qui va se lire, je pense, très très vite. Et je vais terminer enfin, il était temps, je suis désolée, j'espère que la vidéo n'était pas très longue. Je vois que déjà sur cette partie-là de l'enregistrement, on a 18 minutes, donc je n'ose pas imaginer le temps que va durer cette vidéo. Donc L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Alors les titres de Kundera, je veux les reprendre dans cette édition qui est parue chez les éditions Folio. Je les ai dans de très très vieilles éditions que j'ai la plupart du temps trouvées en boîte à livres et qui sont assez jaunies. Là voilà, je les trouvais peu chers. Encore une fois, je les achète seulement d'occasion ces titres-là parce que je ne les lis pas ou je ne les relis pas dans l'immédiat. Je n'ai donc pas d'intérêt particulier à me précipiter dessus lorsqu'ils sortent en librairie. Mais lorsque j'en ai l'occasion et que je les trouve à des prix, des sommes assez modiques et accessibles, là pour le coup, je ne laisse pas passer ma chance. Et donc cette nouvelle édition, elle est elle est simpliste, mais très élégante, je trouve. Donc nous n'avons pas de résumé à part entière de L'insoutenable légèreté de l'être. Je vais donc vous lire la 4e, qui est une citation de l'auteur. Qu'est-il resté des agonisants du Cambodge? Une grande photo de la star américaine tenant dans ses bras un enfant jeune. Qu'est-il resté de Thomas? Une inscription. Il voulait le royaume de Dieu sur la terre. Qu'est-il resté de Beethoven? Un homme morose à l'invraisemblable crinière qui prononce d'une voix sombre Es muss sein. Qu'est-il arrivé de Franz? Une inscription. Après un long égarement, le retour. Et ainsi de suite, avant d'être oublié, nous serons changés en kitsch. Le kitsch, c'est la station de correspondance entre l'être et l'oubli. Voilà. Encore une fois, je suis impatiente. J'en ai marre de vous dire ça parce que ça doit être hyper répétitif pour vous. J'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que les présentations vous ont plu. Je suis désolée encore une fois pour la quantité assez impressionnante de titres que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Je sais que ça fait beaucoup et que ça peut paraître parfaitement déraisonnable. En un sens, je pense que ça l'est, même si les graphiques se lisent extrêmement vite. C'est toujours une certaine quantité de livres. Pour moi qui essaie de réduire un petit peu la quantité d'ouvrages en ma possession et le nombre de mes bibliothèques, je dois reconnaître que voilà, quand je me retrouve en face de book-hauls tels que celui-ci, je me dis que j'ai encore du travail à faire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez lu certains de ces titres, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé, quels sont vos favoris, est-ce qu'il y en a qui vous tentent. Bref, je vous laisse maintenant et je vous dis à bientôt.